Bonjour tout le monde, je m'appelle Roger Godbout, je suis un chercheur en sommeil, puis je suis un clinicien en sommeil aussi, je suis psychologue. Ça veut dire que je ne suis pas médecin, mais psychologue, c'est pas mal bon aussi. Je vais vous présenter aujourd'hui ce que je sais sur le sommeil dans l'autisme. Je fais partie d'une clinique de sommeil à l'hôpital Rivière-des-Prairies à Montréal. Et puis, je reçois des enfants, des adolescents qui ont des problèmes de sommeil puis qui sont autistes. Je vois d'autres personnes aussi là, qui ont un trouble déficitaire de l'attention, des enfants anxieux, etc. Je ne vois plus d'adultes à la clinique maintenant de l'hôpital. C'est un autre hôpital qui était supposé en prendre charge. Là. On ne sait pas comment ça va se passer. Puis, vous allez pouvoir me poser des questions dans l'espace chat. Et puis, à la fin, je vais répondre à vos questions. Et puis, on va aller comme ça. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce que vous voyez sur la diapositive du plan. Là. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est surtout comment est organisé le sommeil, puis quels sont les mécanismes qui contrôlent le sommeil. Comme ça, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien quand quelqu'un dort pas bien. C'est quoi la source de ça? Parce que quand on veut aider quelqu'un qui dort mal, on veut comprendre la source, d'où le problème vient-il. C'est surtout ça qu'on va essayer de voir du point de vue autant du système nerveux, je dirais, que l'environnement. Et puis, on va voir aussi les fonctions du sommeil. À quoi ça sert le sommeil? Quelles sont les fonctions qui sont touchées? Comme ça, si quelqu'un a un problème de sommeil, on voit, ah ben, s'il y a tel genre de problème, c'est parce qu'il a mal dormi, possiblement. Puis après, on va voir un petit peu les troubles du sommeil, surtout l'insomnie, surtout. Et puis après, on passera aux questions que vous aurez inscrites dans l'espace chat. Puis je pourrai répondre à vos questions. Alors, je passe à la diapositive suivante. Ce qu'il faut se rappeler, ce que vous voyez là dans l'axe horizontal, c'est le temps qui passe. Puis dans l'axe vertical, c'est le minimum puis le maximum de différentes fonctions. L'onde que l'on voit là, ça représente différentes fonctions physiologiques, comme par exemple la température qui passe par un maximum une fois par 24 heures, un minimum une fois par 24 heures, puis ça continue comme ça pendant tous les jours qui se suivent, toujours. Et puis, ces manifestations-là, ces rythmes-là, le maximum puis le minimum, en général, sont associés à la période de lumière. Vous voyez en haut qu'il y a un soleil ou bien qu'il y a une lune, puis la lune est au-dessus d'un rectangle noir, ça c'est la nuit. En général, nos fonctions, par exemple, comme la température, elle va être élevée quand c'est le jour, puis elle va être basse quand c'est la nuit. Il y a plein d'autres fonctions qu'on va voir tout à l'heure qui sont associées à l'alternance entre le jour et la nuit, à l'alternance entre la lumière et l'obscurité. Mais ce qui va nous intéresser, nous autres surtout, c'est la période de sommeil. Puis vous voyez sur la courbe, il y a un pointillé dans une pente descendante d'une courbe. Bien, ça, c'est le moment où est-ce qu'on préfère se coucher. En général, quand on est en laboratoire, qu'on fait des expériences, où est-ce que les gens sont dans le laboratoire, puis ils ont une chambre, un petit appartement, et puis ils peuvent se coucher et se lever quand ils veulent, mais ils n'ont pas accès à l'information sur la lumière. Ils ne savent pas si dehors il fait clair ou s'il fait noir. Ils ne savent pas l'heure qu'il est, il n'y a pas de cadran, il n'y a pas d'horloge. Le personnel qui interagit avec les sujets de l'expérience ou de l'enregistrement, ils ont des périodes de travail qui commencent à des moments différents, ça dure des moments différents. Fait qu'ils n'ont aucune idée quelle heure qu'il est. Fait qu'ils se couchent quand ils veulent pour la nuit, puis ils se lèvent quand ils veulent pour la nuit. Puis en général, ce qu'on remarque, c'est que les gens se couchent quand la température est à son point de chute le plus abrupt. Comme vous voyez là, le personnage est couché, c'est écrit C à côté parce qu'il se couche. Puis en général, on se lève quand la température commence à monter. Vous voyez que le personnage est debout, puis il y a la lettre L pour lever. Fait que spontanément, on se couche puis on se lève selon différentes fonctions biologiques. La température, c'est un exemple. Mais tout ça, ça va ensemble. Ça veut dire que quand on se couche pour la nuit puis qu'on se lève pour la nuit, normalement, quand ça va bien, il y a un paquet de fonctions qui varient avec ça. La température baisse, l'afflux sanguin au cerveau diminue aussi. On se met en mode de repos. Puis quand on se réveille, il y a des hormones spéciales qui sont sécrétées, comme le cortisol. Ça nous aide à faire face aux différents défis de la journée. Bien, la température monte, le cortisol est sécrété, il y a plein d'autres hormones qui vont fonctionner. Je vais vous donner 2-3 exemples dans la diapositive suivante. Vous voyez ici, on a
1, 2, 3, 4, 5 exemples. Ça, c'est toujours le temps à l'horizontale. Et puis, il y a différents exemples qu'on a. Par exemple, le panneau d'en haut, ce qui est jaune, c'est le jour, la période de lumière. Ce qui est bleu, c'est la nuit, la période de sommeil. Pardon. Et puis, vous voyez que la vigilance est très élevée pendant le jour. Puis pendant la nuit, ben, il n'y en a pas parce qu'on dort normalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de trait rouge à ce moment-là. Puis le lendemain matin, ça remonte encore, puis ça redescend quand le soir est venu. On voit aussi différentes autres fonctions. La deuxième, que je ne me rappelle pas par cœur, c'est le cortisol. La deuxième ligne rouge qu'on voit, c'est le cortisol. Ça, c'est une hormone qui nous aide à fonctionner le jour, à être aguerri, à être réveillé, à fonctionner comme il faut. Puis on voit qu'elle atteint ses maximums 1 fois par jour pendant qu'il fait clair, puis ça descend pendant la nuit, puis ça remonte le jour suivant. Le troisième tracé, qui est plus bleu, je pense, c'est l'hormone de croissance. On voit que c'est très, très bas pendant le jour. Ça montre un pic au début de la nuit, puis ça redescend rapidement. Et puis, ça reste comme ça jusqu'à la prochaine nuit. Ensuite, on voit d'autres exemples. Là, je pense que... Ah non! Excusez-moi. Le deuxième, c'est la température. Excusez-moi. Le premier, c'est la vigilance. Le deuxième, c'est la température corporelle. Le troisième, c'est l'hormone de croissance. Le quatrième, c'est le cortisol, qui descend pendant la journée progressivement, qui atteint son minimum quand on se couche, qui remonte pendant la nuit, puis qui réatteint son maximum le matin, puis qui diminue pendant la journée. Puis là, il y a des oscillations. Des fois, il y a d'autres pics pendant la journée. Si on a un défi, s'il y a quelque chose d'important qui se passe, il y a un autre pic qui va apparaître, mais c'est toujours pendant la journée. Pendant la nuit, normalement, ça commence très, très bas, puis ça monte progressivement pendant la nuit. Puis le dernier, c'est un exemple qui est vraiment physiologique, là. C'est que le potassium qu'on excrète pendant la nuit. Le potassium est élevé pendant le jour, il est bas pendant la nuit, puis ça recommence pendant le jour. C'est le dernier tracé que vous voyez en bas. Donc, on montre qu'il y a plein, plein de fonctions qui sont comme ça. C'est tout arrimé ensemble. Ça fonctionne tout ensemble, ces fonctions-là. Puis c'est normal que ce soit comme ça. La diapositive suivante va nous montrer que si on prive de sommeil, vous voyez en haut, il y a un rond rouge. En haut, ça montre que la personne dort. Bien, même si je suis privé de sommeil, diapositive suivante, là, vous voyez que dans les périodes bleues, la personne est réveillée, puis elle décrit son questionnaire. Ouais, je suis pas mal somnolent. Mais le lendemain matin, la personne, elle ne se sent pas si somnolente que ça. Puis sa vigilance, ça monte, puis elle monte pendant la journée pareil. Je ne sais pas si vous avez déjà passé des nuits blanches, mais le lendemain matin, il y a une période où on se sent comme un petit peu excité, un petit peu fébrile, on a faim, etc. On n'est pas bien bon, nos temps de réaction ne sont pas bons, on prend des mauvaises décisions, mais on se sent un petit peu excité comme ça. Fait que c'est des oscillations qui restent, même si on ne dort pas, les rythmes vont rester là pareil tout le temps, tout le temps. Puis la diapositive suivante nous montre justement ces rythmes-là qu'on a vus tout à l'heure. Il faut que tous nos rythmes biologiques soient bien en ligne. Ça veut dire qu'il faut qu'on dorme quand il fait clair, quand il fait noir, puis qu'on soit réveillé quand il fait clair. À ce moment-là, notre température va être élevée au bon moment, elle va être basse au bon moment. Il faut que tout ça se soit bien, bien associé un avec l'autre. Puis comment ça fait pour être associé, tous ces rythmes-là? Qu'est-ce qui contrôle tout ça? C'est une horloge biologique qu'on a dans notre cerveau. C'est une genre d'horloge, c'est-à-dire c'est des neurones, des cellules nerveuses qui vont être en activité à certains moments, puis pas à d'autres moments, en fonction, entre autres, de la lumière. Puis c'est ce que vous montre la diapositive suivante. Pas vrai, excusez. La diapositive suivante, elle vous montre que quelqu'un qui se couche le matin, puis qui dort pendant la journée, puis va se lever en fin d'après-midi, en général, ça ira pas bien parce que la personne va dormir pendant que la température est en train de monter. Vous voyez qu'entre le bonhomme rouge couché puis le bonhomme rouge levé, la température est en train de monter. Et en ce temps-là, on ne dort pas bien. Pas seulement parce qu'il y a du bruit autour, mais parce qu'on sécrète du cortisol pendant ce temps-là. Il n'y a pas les hormones de sommeil pendant ce temps-là. On est supposé être réveillé alors qu'on dort. Puis le sommeil n'est pas aussi bon que normalement. Alors, la diapositive suivante, elle vous montre justement qu'il y a des tout petits points rouges. Ce qu'on voit en haut du cercle du panneau de gauche, c'est les deux yeux. Et puis là, il y a des chemins qui se croisent comme ça part des deux yeux. Ça c'est des voies visuelles qui nous aident à voir. Puis ça se croise, puis il y a une partie qui reste du même bord, puis qui s'en va vers le cerveau en arrière, puis l'autre partie qui se croise, puis qui vont vers le cerveau en arrière aussi, ce qui fait qu'on voit bien à gauche puis à droite, comme ça. Mais au milieu de cette boîte crânienne-là, il y a un petit point rouge. Bien, ça, c'est des petits microscopiques petites cellules nerveuses qui nous servent d'horloge biologique et puis qui sont sensibles à la lumière.
si je m'envoie à la diapositive suivante, on voit que cette horloge circadienne-là, circadien, ça veut dire circa à peu près, dien le jour, à peu près un jour, est située au niveau d'un noyau cellulaire qui s'appelle le suprachiasmatique, parce que là où ça croise les aires visuelles, c'est le chiasme optique. Bien, à cet endroit-là, ces cellules-là, ils reçoivent l'information des yeux de la lumière. On voit qu'il y a un tracé rouge entre l'œil du personnage qu'on voit de côté et puis là où se situerait l'horloge, les cellules du noyau suprachiasmatique qui servent d'horloge. Il y a un lien là. C'est-à-dire que ça informe l'horloge la quantité de lumière qu'il y a à l'extérieur. Parce que l'horloge, elle donne sa commande pour sécréter telle hormone à tel moment, telle autre hormone à tel moment. Mais ça lui dit aussi, écoute, il y a de la lumière maintenant. Là. Peut-être qu'il ne faudra pas sécréter cette hormone à ce moment-là, puis ça prend un certain temps pour s'habituer. Comme quand on change d'heure, comme on a fait au mois d'octobre, au mois de novembre, on a changé d'heure il y a une couple de semaines, bien, on ne s'adapte pas tout de suite, on peut avoir de la misère un petit peu. Au printemps, c'est la même chose. Quand on fait un voyage, puis qu'on fait un vol, on voyage en dehors de notre fuseau horaire, puis on se retrouve 2-3 heures de fuseau horaire plus loin, on ne dort pas aussi bien, pas de la même façon pour bon moment. Ça nous prend quelques jours pour s'habituer, parce que tranquillement, la lumière, elle informe l'horloge du cerveau, la quantité de lumière qu'il y a alentour. Elle va tout réajuster les hormones qu'on a vues tantôt, quand est-ce qu'il faut bien les sécréter, à quel moment il faut les sécréter, ces hormones-là. Donc, la diapositive suivante, puis les suivantes vont nous expliquer quelle est l'influence de la lumière puis l'influence de la mélatonine. Donc, la lumière, je viens de vous l'expliquer un peu c'est quoi. La mélatonine, c'est une hormone, on dit des fois que c'est l'hormone de sommeil. Ce n'est pas l'hormone de sommeil, c'est une hormone de noirceur. La mélatonine, elle apparaît pendant la nuit. Comme quand la température baisse, pendant la nuit, on a vu tantôt, mais la mélatonine, elle, au contraire, elle monte. Puis cette mélatonine-là, elle dit au cerveau, il fait noir dehors, parce que l'information lumineuse qui arrive à l'œil, puis qui suit le chemin, puis qui s'en va jusqu'à l'horloge biologique, elle dit, il n'y a pas de lumière présentement. Donc, OK, on va sécréter la mélatonine. Puis cette mélatonine-là va servir à faire des fonctions qui apparaissent pendant la nuit. On va voir la liste de ces fonctions-là tantôt. Puis la mélatonine, elle donne le signal pour ça. OK, go, faites les fonctions parce qu'il fait noir dehors. Je vous informe qu'il fait noir dehors. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de lumière dans notre chambre à coucher trop. Surtout pas de la lumière bleue. Parce que la lumière bleue, elle émet beaucoup la mélatonine. Puis là, ça mélange tous les signaux. Si on a une veilleuse dans la chambre à coucher, il ne faut pas qu'elle soit blanche ou bleue, il faut qu'elle soit rouge. Idéalement, c'est rouge. Puis quand on reste assez une minute ou deux dans la lumière rouge, on voit très bien autour, on peut très bien s'orienter, c'est aussi bon, sauf que ça n'affecte pas la mélatonine. Donc, c'est ça qu'on veut. Je fais une parenthèse tout de suite aussi. Quand on dit qu'il ne faut pas utiliser son téléphone ou sa tablette la nuit quand on est réveillé dans son lit, ce n'est pas juste la quantité de lumière qui parvient et qui empêche la mélatonine. Il y a ça, oui. Il y a le contenu aussi. Alors, si en plus, je regarde un film qui fait peur ou je lis un livre qui est vraiment excitant, bien, ça aussi, ça va empêcher mon cerveau de dormir puis d'avoir des bonnes influences puis de dormir. Ayez la lumière de notre téléphone ou de notre tablette et le contenu aussi de ce qu'on regarde va avoir une influence. Donc, la lumière, la mélatonine, ça travaille ensemble, ça donne des signaux pour nous dire quand dormir. Ce qui fait que, à la diapositive suivante, on voit quelles sont l'organisation de ça. Il y a donc deux influences qui font qu'on s'endort et qu'on reste endormi. La première, c'est l'horloge biologique circadienne, hein, ça veut dire circa, j'ai dit tantôt, circa à peu près dien un jour circadienne, donc à peu près un jour, ça c'est sur 24 heures. Donc, il va avoir une propension au sommeil qui va être maximum. On voit à côté, en haut, à droite, où est-ce qu'il y a des zones bleues en haut, en dessous de circadienne, par exemple, c'est là où est-ce que la probabilité de dormir est la plus élevée au cours des 24 heures. Cette probabilité-là, quand elle est très élevée, c'est la zone bleue, on dort normalement, puis la probabilité abaisse. L'horloge biologique va donner une commande de moins en moins forte, ce qui fait qu'on va être réveillé. C'est pour ça que la courbe descend, la probabilité de dormir est moins en moins forte. Elle se remet à monter en soirée, juste avant 23 heures, par exemple. Elle va remonter jusqu'à temps que ça atteigne un seuil où est-ce que l'horloge va dire, oui, là, c'est le temps de dormir, puis on dort. C'est ce que la zone bleue. Puis là, ça va redescendre un peu. En même temps, il y a un autre mécanisme qui fait que ça va déterminer le moment où est-ce qu'on s'endort, puis si on reste endormi, c'est le temps qu'on a passé réveillé, l'accumulation du temps réveillé pendant la journée. Comme un peu un sablier. On se réveille le matin, on accumule de l'éveil. On accumule de l'éveil, comme on voit à partir de 7 heures le matin sur le panneau d'en bas,
on voit une courbe qui monte progressivement. On accumule de l'éveil. À mesure qu'on accumule de l'éveil, on accumule en mettant une dette de sommeil. Parce que là, ça fait 2 heures, puis 4 heures, puis 6 heures, 10 heures, 12 heures, 16 heures qu'on n'a pas dormi. Notre dette devient très, 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 très élevée jusqu'au point où ça devient intolérable. Il faut vraiment aller se coucher, ça fait trop longtemps que je suis réveillé. Puis ça donne bien parce que l'horloge, en étant, dit oui, effectivement, ça serait le moment de dormir puis d'aller se coucher. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'à 23 heures, pour cet exemple-là, cette personne-là, on voit qu'à 3 heures, elle a atteint son maximum tolérable d'éveil, puis en même temps, c'est le moment où l'horloge dirait qu'il faudrait dormir, la probabilité de dormir est très élevée. Donc là, on dort. Puis pendant qu'on dort, si on ne dort pas, ben, c'est des petits pointillés qui continuent, puis on est réveillé. Puis la pression pour dormir, elle continue à augmenter. Ça fait qu'on n'est pas bien bon la nuit pour prendre des décisions. Si on n'a pas dormi comme il faut, on ne prend pas des bonnes décisions, on est lent, etc. On peut faire des accidents. Normalement, si on dort, ben là, on voit que la partie bleue d'en bas va diminuer. On rembourse notre dette de sommeil, comme si on rembourse notre argent à la banque. On diminue notre dette. Puis la dette devient tellement faible qu'il n'y a plus rien qui nous empêche d'être réveillés. Puis ça tombe au moment minimum où est-ce que l'horloge, le panneau d'en haut, dit oui, OK, là, tu pourrais être réveillé, puis on se réveille. Donc, on se réveille au moment où est-ce qu'on a assez dormi, où est-ce que l'horloge dit, ben moi, ce serait le temps de sécréter mes hormones de journée. Fait que là, il faut qu'on se réveille. C'est bon? Donc, on a un système dans notre cerveau qui reçoit de la lumière puis qui dit au cerveau, il y a de la lumière ou il n'y en a pas. Ça va aider aux hormones de sécréter au bon moment. Les hormones qui doivent apparaître pendant le jour sécrètent quand il y a de la lumière. Les hormones qui doivent sécréter la nuit sont sécrétées quand il n'y a pas de lumière. Puis en même temps, ça informe notre horloge de dire, ben, ça serait le temps de dormir ou pas, parce qu'il n'y a pas de lumière. Puis notre dette de sommeil, en même temps, ça fait 16 heures que je n'ai pas dormi, par exemple, il faudrait que je dorme. Ça travaille ensemble. Ça va déterminer le moment où on se couche. On verra tout à l'heure que le moment où on se couche, le temps qu'on dort varie d'une personne à l'autre. On a chacun notre style à soi. On va à la diapositive suivante qui nous montre un cerveau. C'est un cerveau schématisé. Il y a des flèches qui passent par la partie d'en bas, ce qu'on appelle le tronc cérébral. Toutes nos nerfs passent par là, puis ça amène le sens du toucher, de la température, puis ça distribue sur l'ensemble du cerveau. On voit toutes les flèches qui sont partout, là. Puis la région qui est un peu pointillée en haut, ben, c'est les régions où est-ce qu'on sent le toucher, par exemple. C'est un exemple. Je me touche la main, ben, ça va stimuler les cellules du cerveau qui sont à cet endroit-là. Mais quand on s'endort, pour s'endormir, il faut, ça c'est la diapositive suivante qui nous le montre, il y a un rond rouge maintenant. Ça montre que toutes les sensations ne sont plus transmises vers le cerveau. Ça veut dire que pour pouvoir s'endormir, il faut être calme, il faut être disponible à dormir, être dans le bon environnement, avoir accumulé assez d'heures d'éveil pour que l'horloge nous dise que ce serait le temps de dormir. Il faudra qu'il commence à faire noir un petit peu. Ça va nous aider à nous endormir. Et puis là, à ce moment-là, le système fait, avec l'horloge, il va bloquer les informations, puis on entendra de moins en moins bien. Puis on ferme les yeux, puis on est plus porté à s'endormir. Sauf que c'est un filtre qui fonctionne relativement bien. Si j'entends un bruit inquiétant, ou si j'entends mon nom, ou si j'entends mon beeper, là, ça va m'empêcher de me rendormir, puis je vais me réveiller et me dire qu'est-ce qui se passe avec ça. Si c'est un groupe que je suis habitué, ça ne me dérangera pas. Je ne me réveillerai pas, je vais continuer à procéder à entrer dans la période de sommeil. Donc, il faut vraiment, pour pouvoir s'endormir, il faut que ça bloque toutes les sensations qui montent. Puis pour le faire, il y a différentes façons. On peut faire de la détente. Il y a des gens qui font de la détente, du yoga, de la réflexion lente, d'autosuggestion. Ça peut être de faire des activités très, très calmes, comme faire des dessins simples. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui essaient ça, des mandalas remplis de coloriés, là, des zones de dessin. Ça nous détend un petit peu, ça nous occupe l'esprit, puis on peut s'endormir plus facilement, ça nous détend en tout cas un petit peu. Les pilules pour dormir font la même chose. Les pilules pour dormir, ce que ça fait, c'est que ça fait apparaître le point rouge qu'on voit sur la diapositive. Ça empêche, les pilules, quand on les prend, ça empêche toutes les sensations d'aller vers le cerveau. Ça en laisse passer seulement quelques-unes, donc on se détend plus. Puis ça, en général, c'est les mêmes pilules que les gens anxieux vont prendre le matin pour être moins anxieux. Ils prennent ça le matin, mais là, je ne dis pas qu'il faut dormir. Puis la dette de sommeil n'est pas là, on a dormi, donc on est correct de ce côté-là. Donc si on prend cette pilule-là, on ne dormira pas, mais on va être plus calme, par exemple. Alors que si on la prend le soir, l'horloge dit qu'il faudrait qu'on dorme, il commence à faire noir, tout est en place pour dormir, on la prend, c'est un facteur de plus qui nous aide à nous endormir. Puis les gens qui prennent de la mélatonine pour dormir, ce que ça fait, c'est que la mélatonine, quand on la prend, ce n'est pas une pilule pour dormir, ça fait simplement renforcer le signal qui dit qu'il fait noir.
Ça sera le temps de sécréter les autres hormones qui ont rapport au sommeil. Ça sera le temps de commencer à bloquer ce qui vient, les sensations qui vont nous montrer au cerveau. Bien, tout ça, c'est parce qu'on dit plus fort au cerveau, on dit plus fort un peu, il fait noir, ça sera le temps de dormir. C'est à ça que ça sert la mélatonine. Ça ne fait pas s'endormir nécessairement. Il y a des gens qui réagissent fort à la mélatonine, puis qui vont s'endormir beaucoup, puis qui vont même la sentir le lendemain matin un peu. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de mélatonine sans en parler à son pharmacien ou sans en parler à son médecin. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, c'est à ça que ça ressemble un petit peu quand on commence à s'endormir. Maintenant, on va à la diapositive suivante, puis on va voir de quoi a l'air une nuit totale de sommeil. Diapositive suivante, on voit un premier panneau. La ligne noire en haut, ça identifie quel stade qu'on est, le stade 1 du sommeil, qu'on appelle parfois dans les articles scientifiques N1. Les deux premiers tracés verts, c'est les yeux. On met des électrodes de part et d'autre de la tête dans un laboratoire, on les colle sur les côtés. Puis on peut voir si les yeux bougent ou pas. Ça aide à voir si la personne dort ou pas. Le tracé rouge, c'est le tonus musculaire. On met des électrodes sous le menton. Et puis, ça donne une idée du tonus musculaire parce qu'il y a des muscles qui sont. On pourrait les mettre n'importe où, mais c'est plus simple de les mettre ici parce qu'on ramène tous les fils vers l'arrière sur la personne qui dort dans un laboratoire. Et puis, on met aussi des électrodes sur le dessus de la tête. Le tracé bleu qui est en bas, ces électrodes-là, donc, nous permettent d'enregistrer les ondes cérébrales. Puis là, vous voyez que là où il y a une flèche noire qui arrive perpendiculaire aux ondes cérébrales, c'est le moment où est-ce que la personne s'est endormie dans ce tracé-là. Ça, c'est un tracé qui dure à peu près 20 secondes. Et puis, nous, on peut déterminer, la personne s'endort parce qu'il y avait une sorte d'onde juste avant la flèche. Ces ondes-là ont disparu. Ça veut dire que la personne dort. Les ondes qui suivent, surtout vers la fin du tracé, ils semblent un petit peu plus lentes que ce qu'on voit au début. Le tonus musculaire, lui, ce qui est rouge, ne change pas vraiment. Les yeux vont se mettre à rouler sur les paupières closes. Quelqu'un qui s'endort, vous pouvez regarder quelqu'un qui regarde un film pendant qu'il s'endort, des fois, on va voir les yeux qui bougent, mais lentement. Slow rolling eye movements, qu'on dit dans les articles en anglais. Ça bouge très lentement dans les deux directions, mais vraiment très, très lentement. C'est pour ça que quelqu'un qui est couché sur le dos et puis qui va ouvrir, qu'on va ouvrir nos yeux tout de suite, on va voir les yeux un petit peu révulsés, renversés, on va voir juste le blanc des yeux parce qu'à mesure qu'on s'endort, les yeux s'en vont par en haut pour ne plus voir rien voir puis s'endormir comme il faut. Donc ça, c'est le stade 1 du sommeil, c'est juste de la somnolence. Ça. Puis en général, la somnolence, on l'a quand on écoute une conférence qui n'est pas intéressante, on peut somnoler quand on est en auto, puis que c'est un trajet assez long, puis qu'on ne conduit pas, c'est pas nous qui conduit à ce moment-là. Ça peut être différentes situations, on est somnolent. Si j'interviens auprès de la personne qui montre ce qu'on voit comme tracé ici maintenant, la personne vous dit non, je ne dormais pas vraiment, j'étais plutôt dans mes pensées, là, puis je commençais à m'endormir. Les personnes qui sont anxieuses ou soucieuses, qui ont des soucis, qui sont anxieux, ils vont avoir de la misère, ils vont rentrer dans cette période-là de somnolence, puis ils vont en ressortir. Ah non, c'est vrai, il faut que je fasse telle chose. J'ai oublié de faire telle chose aujourd'hui. Ah, demain, j'ai un examen ou j'ai un test à passer ou il ne faut pas que j'oublie un rendez-vous. Puis là, on ne réussit pas à s'endormir parce qu'on ne réussit pas à laisser le contrôle. On ne réussit pas à se détendre suffisamment pour de la misère à s'endormir. Ceux qui prennent des pilules pour s'endormir, ça va empêcher ça. Puis on fait de la détente avant de s'endormir, de la relaxation, du yoga, etc. Ça peut nous aider à ça aussi. Ça va nous détendre un peu et nous empêcher d'avoir trop de pensées comme ça. Sinon, on va s'endormir, puis on passe à la diapositive suivante. La diapositive suivante, elle nous montre que la personne s'est vraiment endormie. On voit toujours les mêmes tracés, c'est le stade 2, le N2. Puis on voit toujours les yeux, les deux tracés verts d'en haut. La personne est endormie, ses yeux ne bougent plus maintenant. Les yeux sont fixes, sont en général révulsés vers le haut. Puis si on ouvrait ses yeux, on verrait juste le blanc des yeux, par exemple, sur la personne qui dort. Le tracé d'en dessous, il est rouge, c'est le tonus musculaire. On voit qu'il est un peu plus faible, on est plus détendu musculairement aussi. Puis on voit les ondes cérébrales, on en voit deux sortes qui sont caractéristiques pour nous, puis qui disent que la personne dort vraiment. Puis effectivement, si je réveille si je interviens auprès de la personne, elle va me dire oui, j'étais en train de dormir profondément, plus ou moins profondément. Le premier type d'onde qu'on voit à gauche, ça va être écrit fuseau de sommeil. Ces ondes-là sont des oscillations un petit peu rapides à travers des ondes qui sont plus lentes. Et puis ça nous dit que le cerveau est en train de se couper du monde extérieur. Fait que le point rouge de tantôt, il fonctionne. Puis la personne est en train de couper du monde extérieur, puis ça fonctionne. Le cerveau me montre bien qu'il ne discute pas tellement avec le monde extérieur. Puis ce qu'on voit ensuite à droite, qui s'appelle complexe K, la grande onde, ça nous montre que le cerveau est capable quand même de recevoir un peu d'informations. S'il y a un bruit, on va voir apparaître immédiatement cette onde-là. Ça nous dit, ça vous dit, c'est quoi cette affaire-là? Si c'est rien, bien,
tout de suite, seconde après, ça va être des ondes plus lentes, ça nous relance dans le sommeil. Alors que si c'est quelque chose d'important, notre bébé qui pleure, quelqu'un qui joue de la poignée de porte chez nous, on entend notre nom, notre beeper sonne, bien là, le tracé va disparaître, ça va devenir un tracé de réveil, puis on se réveille et on regarde qu'est-ce qui se passe. Les gens qui sont anxieux, qui sont stressés, qui sont nerveux, vont se réveiller beaucoup plus facilement. Même si c'est un bruit qui ne veut rien dire, ils vont se réveiller pareil. C'est pour ça que ces gens-là doivent apprendre à se détendre, à faire une routine qui est calme avant de se coucher, à se dégager de la journée, puis se consacrer à être détendu au lit et à dormir. Si on n'est pas détendu, on est trop anxieux, il faut sortir du lit. On en parlera peut-être un petit peu à la fin sur des façons d'intervenir pour améliorer son sommeil. Diapositive suivante va nous montrer la personne qui dort profondément. Les yeux ne bougent toujours pas, c'est ce qu'on appelle le M3 ou le sommeil lent profond. Ce sommeil-là, on respire lentement, notre cœur bat lentement, le sang va au cerveau de façon très lente aussi. C'est vrai que nos ondes cérébrales, comme vous voyez le tracé bleu en bas, sont très, très lentes et puis très, très amples, un peu comme la respiration. On expire, puis c'est calme, ça va très bien, on dort profondément. Si je réveille quelqu'un pendant ce sommeil-là profond-là, elle va se réveiller difficilement parce que le cerveau n'est pas très, très bien alimenté en sang. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'il fonctionne bien, mais pas assez pour se réveiller tout de suite rapidement comme il le faut. La personne qui se réveille vraiment quand même pendant le sommeil lent, puis que son cerveau est alimenté lentement en sang, ça va être vraiment perdu. Là. Voyons où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe. C'est même parfois des personnes qui sont somnambules, hein, des personnes qui se lèvent, qui marchent, ça ne savent pas où ils sont. En général, ils ne se rappellent pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Il faut juste les raccompagner dans leur lit. En général, ça arrive chez des personnes qui vont être en période stressée. Des enfants qui changent d'école, qui changent de professeur, le début des classes, le temps des fêtes qui s'en vient. Les adultes, on en voit moins de personnes somnambules, mais il y en a. Ça arrive dans des périodes plus de stress ou de changement, où est-ce qu'on ne contrôle pas ce qui se passe. Mais on va se réveiller, même en sommeil lent, même si c'est difficile, sauf que le cerveau, lui, ne fonctionne pas, il dort encore. Notre corps peut fonctionner, on a du tonus musculaire. Le cerveau, lui, dort encore profondément, qu'on n'est pas très, très, très bon. Puis on fait des gestes automatiques, rien de très sophistiqué. Mais on est capable d'ouvrir son ordinateur, si on fait ça souvent, rentrer son mot de passe, puis faire des affaires qu'on ne voudrait pas faire des fois. On peut faire plein de choses, c'est pour ça qu'il faut se protéger. Il faut protéger les gens somnambules, il faut s'arranger pour pas qu'ils se fassent mal. Ça, c'est le sommeil lent profond. On verra ses fonctions. Il faut se rappeler que c'est une période qui est très, très lente. On respire lentement, le sang va lentement au cerveau. C'est vraiment un sommeil profond, on est dur à réveiller. Diapositive suivante, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est ce qu'on appelle en anglais REM sleep, pour Rapid Eye Movement Sleep. On appelle ça comme ça parce qu'on voit que les tracés verts des yeux bougent très rapidement. Donc, c'est les yeux qui regardent à gauche, à droite, en haut, en bas, dans toutes les directions. C'est normal que ce soit comme ça. On appelle ça sommeil paradoxal en français parce que paradoxalement, la personne adore, mais ses yeux bougent dans toutes les directions. Pourtant, son tonus musculaire est vraiment très faible. On est comme paralysé en sommeil paradoxal. On voit comment le tracé rouge est très, très faible. Puis le tracé bleu, lui, c'est un tracé un peu comme si on était réveillé. C'est plus les ondes lentes du sommeil lent profond qu'on voit en haut. C'est plus des ondes plutôt rapides qui ressemblent à ce qu'on voit pendant le réveil. Donc, c'est une personne qui a un cerveau comme réveillé, un tonus musculaire qui est complètement paralysé, des yeux qui vont dans toutes les directions. C'est un peu paradoxal. Est-ce que cette personne est réveillée ou pas réveillée? Ben, elle n'est pas réveillée. Elle dort profondément, elle dort en sommeil paradoxal. Puis ça, c'est le portrait des ondes qu'on voit de l'activité qui sont propres d'une personne qui est en train de rêver. Donc, les yeux vont dans toutes les directions. On est paralysé, donc on n'agit pas nos rêves, une chance. Puis le cerveau fonctionne comme le jour. Donc, on peut réfléchir, penser à nos souvenirs, éprouver des émotions. Tout ça, ça va se passer pendant notre rêve. Puis notre rêve, il est fait d'émotions qu'on a emmagasinées pendant la journée ou qu'on traîne depuis très longtemps. C'est des histoires qu'on va se rappeler un peu. Ça va être pas n'importe quoi. On pourra parler des rêves un peu vers la fin si on désire. Mais c'est à ce moment-là que ça se passe, pendant le sommeil paradoxal. Donc, comment ces stades-là, le stade 1 en haut, N1, le stade 2, N2 qu'on voit en bas de ça, en haut à droite, le stade de sommeil lent profond, N3, puis le sommeil paradoxal, ça se regroupe en à peu près 90 minutes, 70-90 minutes, puis ça se répète pendant la nuit. On repasse par N1, N2, N3, sommeil lent profond, puis sommeil paradoxal. La diapositive suivante, on voit comment ça fonctionne un peu. Donc, on a différents stades de sommeil dans la ligne verticale. Ça commence par l'éveil, le sommeil paradoxal parce que ça se ressemble, on le met proche l'un de l'autre. Stade 1, stade 2. 3, 4, c'est le N3, ce qui peut être plus ou moins profond.
Retenez juste on les regroupe pour l'instant pour cette diapositive-là. Et puis, dans l'autre axe, c'est le temps qui passe. 0 minutes, 60 minutes, jusqu'à la fin de la nuit, dans ce cas-là, 480 minutes. Et puis, les blocs noirs, c'est des blocs qui correspondent au sommeil paradoxal. Si vous regardez, vous montez vis-à-vis, la personne est vis-à-vis SP, là, le tracé, le graphique est en SP, sommeil paradoxal. Bien, vous voyez que ce qu'on voit dans la diapositive suivante, j'ai-tu bien fait ça, moi? Non, j'ai mal fait ça. On voit, donc on reste à la diapositive qui est là, on voit à cette diapositive-ci qu'il y a beaucoup de sommeil lent profond au début de la nuit, les stades 3 puis 4, donc le N3, puis que le sommeil paradoxal avec les carrés noirs qu'on voit est de plus en plus long. Okay? Et si on va à la diapositive suivante, maintenant, on va voir qu'il y a des fonctions rattachées à ça. Le sommeil lent, donc les stades N1, N2, N3, qui contient 3 puis 4 selon si c'est plus ou moins profond. Ce sommeil est important surtout pour le corps. Ça sert pour sécréter l'hormone de croissance. Quand on voyait un pic tantôt au début de nuit d'hormone de croissance, ben c'est pendant le sommeil lent profond que ça se produit, justement. C'est important pour la réponse immunitaire. Quand on a la grippe, le rhume, on fait de la fièvre, on a besoin de sommeil lent profond, parce que pendant le sommeil lent profond-là, sont sécrétées des choses qui nous aident à notre système immunitaire, puis à pouvoir se battre contre la fièvre, se battre contre le rhume ou la grippe qu'on a, par exemple. C'est important aussi, le sommeil lent profond, c'est le sommeil de récupération. Parce que quand on a mal dormi la nuit d'avant, ou qu'on n'a pas dormi, c'est le sommeil lent profond, surtout qu'on aura, pour nous aider notre corps à être en forme, pour qu'on ait un corps qui soit bien en forme, pour bien fonctionner pendant la journée. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Plus qu'on a dormi le jour, qu'on a été réveillé pendant la journée avant, plus qu'on aura du sommeil lent profond. Donc, si je n'ai pas dormi la nuit avant, j'ai été réveillé pendant toute la journée encore, j'ai beaucoup de temps sans avoir dormi, même s'il y a beaucoup de pression dans une grande dette, bien, quand on va réussir à aller dormir, là, on aura beaucoup de sommeil lent profond. Ça veut dire de se balancer ça. Puis en même temps, ça sert à préparer le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal va servir à des fonctions qui sont plus de mémoire, etc. Donc, ça va, en sommeil lent profond, on va, en sommeil lent, on va trier l'information qui est importante à se rappeler. Diapositive suivante, elle nous montre justement quelles sont ces fonctions-là propres au sommeil paradoxal. Donc, c'est des fonctions qui sont neuro, le système nerveux, puis cognitives, notre pensée, la mémoire, l'attention, l'apprentissage, le rappel de ce qu'on a appris. Donc, ce qui est important pour le sommeil paradoxal comme fonction, c'est que ça consolide dans la mémoire à long terme ce qu'on a appris. Donc, ce qui se passe, diapositive suivante, ce qui se passe, c'est que pendant le sommeil lent profond, le système choisit ce qui a l'air d'être le plus important. Ce qu'on a entendu le plus souvent pendant la journée, qu'on s'est dit, OK, ça, il faut que je me rappelle de ça. Puis pendant la nuit, cette information-là est choisie. Puis pendant le sommeil paradoxal, elle est consolidée, elle est mise dans la mémoire à long terme. On va s'en rappeler. Ça veut dire que si on n'a pas de sommeil paradoxal, il y a bien des chances qu'on ne se rappelle pas bien ce qu'on a appris parce qu'il est essentiel pour ça. Vraiment essentiel. Les autres fonctions, le sommeil paradoxal sert à faire rendre mature le système nerveux central. Donc, les petits bébés qui viennent au monde, ils ont beaucoup, beaucoup de sommeil paradoxal. À mesure qu'on vieillit, on en a un peu moins parce que notre système nerveux est pas mal développé, pas mal mature. Par contre, le sommeil paradoxal va augmenter un peu pendant la nuit si on a appris beaucoup de choses pendant la journée. Ça va varier comme ça. Ça va réactiver pendant qu'on dort, qu'on est en sommeil paradoxal, un peu paralysé, ça va réactiver des informations importantes, vitales. Par exemple, chez des animaux, où est-ce qu'on peut paralyser partiellement le cerveau qui fait en sorte qu'on ne peut pas bouger pendant qu'on est en sommeil paradoxal. Chez un chat, par exemple, on va avoir un chat qui va chasser, qui va se sauver, qui va s'alimenter, alors qu'il n'y a pas rien à manger, mais il fait des gestes importants pour sa survie. Puis nous, les humains, ce qui est important, c'est de se préparer à faire face à l'adversité, faire face aux défis. Fait que c'est des rêves qui font ça. On va rêver à des personnages. Souvent, nos rêves, c'est des rêves où ça ne se passe pas bien. 80% de nos rêves, c'est des rêves qui ne se passent pas bien. Bien, on va rêver à un problème. Bien simple, parfois, on essaie d'écrire, puis notre crayon brise, on essaie de parler, puis la voix ne sort pas. On court après un autobus ou après un taxi qu'on ne réussit pas à rejoindre. C'est des affaires qui se passent mal en général. Mais ça, c'est que ça nous pratique à faire face à des problèmes
Donc, ça fait partie des rôles du sommeil paradoxal de permettre le rêve, c'est écrit le support physiologique du rêve. Ça met en place un cerveau qui est comme réveillé, mais on est paralysé, mais on a accès à notre mémoire, nos émotions, tout ça. Puis on peut donc se pratiquer à faire face à différents défis. C'est ça qui nous aide dans le sommeil paradoxal. Quand on n'a pas ce sommeil paradoxal, on a de la misère à mettre en mémoire ce qu'on a appris, on a de la misère à intégrer nos émotions, ce qui s'est passé, etc. On a plus de misère avec ça, plus de misère, alors que le sommeil lent, c'est plus important pour le corps. Si on voit la diapositive suivante, on va voir comment ça s'organise, comme je vous disais tantôt. Donc, on a toujours le même tracé que tout à l'heure. On a les stades de sommeil à la verticale, on a tout le long de l'axe horizontal le temps qui passe. On voit qu'il y a beaucoup plus de sommeil lent profond, le stade N3 ou les stades 3 et 4 ensemble, beaucoup plus en début de nuit. Puis que le sommeil paradoxal, vous voyez, des carrés noirs sont beaucoup plus longs en fin de nuit qu'en début de nuit. Donc, on a d'abord du sommeil lent profond, surtout en début de nuit, puis ensuite du sommeil paradoxal en fin de nuit, ce qui nous montre bien que les deux stades, les deux phases de sommeil sont importantes. Le sommeil lent est important, le sommeil paradoxal est important. Ça veut dire que ce n'est pas vrai que le sommeil avant minuit est important. Tout le sommeil est important. Le début de notre nuit, la fin de notre nuit, tout ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut chercher à avoir les meilleures nuits possibles. Si on passe une mauvaise nuit, ce n'est pas une catastrophe parce que la nuit suivante, on va réparer tout ça, puis va fonctionner un petit peu comme quand on saute un repas, par exemple, on n'a pas pu luncher le midi, on va se rattraper un peu après, on ne va pas mourir de faim, on va se rattraper. Donc, passer une mauvaise nuit, ce n'est pas la fin du monde, mais ce n'est pas souhaitable. Mais si ça nous arrive, ce n'est pas la fin du monde, on se rattrape la nuit suivante ou deux nuits suivantes, puis ça va assez bien s'organiser. Diapositive suivante. On va voir quels sont les besoins de sommeil. Comment le sommeil doit-il être organisé pour qu'on puisse bien fonctionner? Bien, diapositive suivante. On voit ici que le sommeil, notre besoin de sommeil, de dormir, va varier selon notre type, ce qu'on appelle un chronotype. Chrono, comme un chronomètre, de type. Est-ce qu'on est un type du soir ou un type du matin? Il y a des gens qui préfèrent se lever le matin, puis moi, je suis bon le matin. Je fonctionne le matin, je suis capable de comprendre ce que j'ai à faire, voir ma journée, tout ça. Donc, non, moi, c'est plutôt un type du soir. Le soir, on dirait que là, je deviens actif, puis là, je me mets à faire mes recherches sur ordinateur, à faire de l'activité, tout ça. Puis ça se divise en population. Il semblerait que chez les personnes autistes, il y aurait peut-être plus de types du soir que de types du matin, semble-t-il. Et sans compter ça, il y a aussi en plus le fait qu'on est un court dormeur, on ne dort pas longtemps, puis de façon spontanée. On est un long dormeur. Quand je dis court dormeur, c'est des gens qui dorment, mettons, 6 heures, autour de 6 heures. Ce n'est pas des gens qui dorment mal, qui font de l'insomnie, c'est des gens qui, même s'ils dorment 6 heures ou 5 heures parfois, ils vont bien fonctionner le jour. Non, il ne me manque pas de sommeil, je dors 5 heures, 6 heures, mais je dors très bien dans cette nuit-là. Puis ma journée, je ne suis pas somnolent, je ne suis pas tout à fait décédé, je fonctionne bien. Ce n'est pas des héros, ces personnes-là, pas du tout. C'est des personnes qui, comme les gens qui ont des petits pieds. Il y a des gens qui ont des petits pieds, puis des gens qui ont des grands pieds. Puis il y a des gens qui dorment peu, puis il y a des gens qui ont besoin de dormir plus. Donc, les gens qui dorment 9 heures ou 10 heures ne sont pas paresseux du tout. C'est des longs dormeurs. C'est comme quelqu'un qui a des pieds un peu plus grands ou des mains un peu plus grandes. Tout ça dépend de comment notre corps, personnellement, règle le problème de la dette de sommeil qu'on a accumulée pendant la journée. On dort ensuite à quel moment qu'on doit dormir. Alors là, je détermine ça. Combien de temps je dois dormir. Tout ça, c'est réglé. Puis ça fait en sorte qu'on est chacun, puis vous pourrez essayer plus tard de comprendre ou de deviner quel type vous êtes. Est-ce que je suis un type du matin, un type du soir ou pas vraiment de préférence? Est-ce que je suis un petit dormeur, un court dormeur ou un long dormeur ou moyen? On peut le trouver sur chacun de notre côté. Puis je vais vous montrer des exemples, un questionnaire qu'on peut remplir facilement, puis qui va nous aider à déterminer un peu ce que c'est. Donc, ça va nous aider à déterminer nos attentes. Il ne faut pas toujours s'attendre, moi, il faudrait que je dorme 10 heures. Peut-être pas. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a besoin de dormir 9 heures ou 8 heures ou 7 heures. Ça dépend de l'âge qu'on a, ça dépend de notre style. Diapositive suivante, elle vous montre le fait qu'on peut être un type du soir ou un type du matin. Diapositive suivante. On voit que, par exemple, un type plus du matin, c'est celui qui se couche un peu plus tôt, hein, on voit le C, puis le personnage noir qui se couche, ou quelqu'un qui est un type du soir qui va se coucher plus tard, va se coucher plutôt vers 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Il est rouge, lui, pour qu'on puisse le suivre un petit peu. Mais il va dormir la même durée, il va dormir son 8 heures, comme le type du matin. Il va se lever un peu plus tard que le type du matin, mais il aura dormi 8 heures lui aussi. Donc, il dort la même durée de sommeil, mais sa période de sommeil commence soit plus tôt, c'est un type du matin, il va se coucher plus tôt, se lever plus tôt, ou un type du soir, il va se coucher plus tard, va se lever plus tard, dormir toujours 8 heures, ou le type intermédiaire. En fait, il y aurait à peu près
à peu près 15% des gens qui seraient du type du matin, 10% des gens dans la population générale qui seraient des types du soir, puis 75% à peu près des gens qui seraient des types intermédiaires au milieu à peu près. Et comme je vous dis, certaines enquêtes semblent suggérer qu'il y aurait, chez les personnes autistes, plus de types de soir que de types du matin, semble-t-il. On pourra en discuter un petit peu après si ça vous tente. La diapositive suivante, on voit aussi qu'on peut être soit un court dormeur ou un long dormeur. Là, je fais une blague en montrant à quelqu'un qui n'est pas long et quelqu'un qui est long, mais c'est un peu pour dire, c'est comme la grandeur de nos pieds. Il y a des gens qui peuvent dormir plus longtemps, d'autres qui dorment moins longtemps. Je vois la diapositive suivante. On voit ici que c'est une question de moyenne. La population en moyenne au Canada, c'est que les Canadiens adultes dorment à peu près 7h30 en moyenne. Mais ça, c'est la moyenne ici. Donc, on a le nombre d'heures dormies, le nombre de personnes, c'est-à-dire qui dorment le nombre d'heures. Donc, 4h30, 6h30, 8h30, 10h30, mais la moyenne est à 7h30. Puis c'est là que le plus grand nombre de Canadiens, de pourcentage de Canadiens qui dorment, c'est autour de 7h30. Il y a quand même des gens qui dorment pas mal moins, qui dorment 5-6 heures, par exemple. Plus mal moins qui dorment 9h, 9h30, par exemple. C'est normal de voir ça. Puis il ne faut pas oublier aussi, diapositive suivante, qu'il y a 60% des gens qui vont dormir effectivement 7 heures puis 8 heures, donc une moyenne de 7h30 à peu près. Il y a 25% des gens qui dorment moins de 7 heures. Puis il y a 15% des gens qui dorment plus que 8 heures. Ceux qui dorment moins de 7 heures, ce ne sont pas des héros, ce ne sont pas des gens courageux, c'est des gens qui, normalement, ils n'ont pas besoin d'autant de sommeil. Ils peuvent tolérer une plus grande période d'éveil. Ceux qui dorment plus que 8 heures, ce ne sont pas des paresseux. Ils ont besoin de plus de sommeil, ils tolèrent moins de durée de sommeil. Tolérer la durée de sommeil, c'est comme tolérer le froid. Je suis plus frileux ou je suis moins frileux. Ben, c'est pareil pour ça. J'ai besoin d'aller me coucher. J'ai besoin de mettre un manteau parce qu'il fait froid. J'ai besoin de me coucher pour dormir parce que j'en ai assez d'éveil maintenant. Donc, ça représente ça un petit peu. La diapositive suivante montre que ça change selon l'âge de la vie. Ici, on a l'âge de la vie. Hein, on a de la conception, la naissance, jusqu'à 100 ans, mettons. Et puis, le nombre d'heures que l'on dort. On voit que, à mesure qu'on vient au monde, notre temps de sommeil va diminuer, jusqu'à ce qu'on dorme à peu près 4 heures, 5 heures à peu près. Et ça, c'est par 24 heures. Souvent, les gens vont faire des siestes pendant la journée, ils vont se rattraper un petit peu. Donc, c'est un petit peu à ça que ça ressemble. Si on regarde sur la diapositive suivante, de quoi ça a l'air, une association de médecins américains qui ont regardé un petit peu de la littérature scientifique, les habitudes de leurs patients, tout ça, ils ont dit, OK, bien, voici les heures qu'on devrait voir chez les gens selon les groupes d'âge. Donc, si on regarde chez le nouveau-né, bien, ils vont dormir, c'est normal de dormir entre 14 heures et 17 heures par 24 heures. On peut aussi voir des petits qui vont dormir 18 à 19 heures ou qui vont dormir 11 à 13 heures. C'est peut-être ça des petits dormeurs, bébés petits dormeurs, bébés hauts dormeurs. Ici, 14 à 17, c'est des bébés qui sont normaux. Si on va tout de suite, par exemple, à l'âge scolaire, de 6 ans à 12 ans, par exemple, bien, on s'attend à ce qu'ils dorment 9 heures à 11 heures. Il y en a peut-être qui vont dormir de 7 à 8 heures. Ils fonctionnent bien le jour, pas de problème, puis ils dorment de 7 à 8 heures. Il y en a qui vont dormir jusqu'à 12 heures. Ils fonctionnent bien pendant le jour si on leur 12 heures. C'est ça qu'ils ont besoin, eux autres. C'est leurs caractéristiques personnelles, comme on l'a dit tantôt. Fait que ça varie comme ça, jusqu'à ce qu'on avance en âge. Puis jusqu'à ce qu'on soit une personne âgée. Les personnes âgées vont dormir 7 heures à peu près, parfois moins, parfois un petit peu plus, rarement plus que 9 heures. Mais c'est ça, chacun de nos habitudes. Et on peut voir soi-même comment on dort d'un questionnaire que je vais vous montrer dans 2 diapositives de maintenant. Diapositive suivante, on voit que c'est la qualité du sommeil qui est importante, pas sa quantité. Il ne faut pas se forcer à vouloir essayer de dormir 10 heures si ça ne nous convient pas. Ce qu'il faut avoir, c'est le nombre d'heures où est-ce qu'on dort bien, qui n'est pas fragmenté, qui n'est pas interrompu par plusieurs réveils, qu'on sent bien le matin, on sera rafraîchi, frais et dispo. C'est là qu'on va avoir la meilleure santé physique, la meilleure santé psychologique, c'est une bonne qualité de sommeil. Souvent, d'être privé de sommeil, même une privation partielle, être réveillé pendant 1h30 pendant plein milieu de la nuit, ou d'être un sommeil qui est fragmenté en petits bouts parce qu'on a un conjoint qui dort mal, qui ronfle, parce qu'on a un voisin qui fait du bruit, parce qu'on a un voisin qui part tôt le matin pour aller travailler, ça nous réveille, puis notre nuit est finie à ce moment-là. Tout ça, ça a des impacts négatifs, mais parfois autant que si on a passé une nuit blanche. Ce qui est important, c'est une nuit de qualité, ininterrompue, on dort solide. C'est bien mieux de dormir 5 heures solides que de dormir pendant 7 heures, mais c'est entrecoupé de toutes sortes d'affaires pendant la nuit. Ça, ce n'est pas un bon sommeil parce que notre cerveau passe d'un état de sommeil à un état de veille.
sommeil, éveil, sommeil, éveil. C'est pas très bon, ça. On veut un état de sommeil qui est constant, qui est régulier. On veut un sommeil qui ne soit pas fragmenté, mais qui soit continu. Ça, c'est bien important. Donc, regardons la diapositive suivante. C'est ce qu'on appelle un journal de sommeil. Vous allez voir, si vous tapez dans Internet éventuellement, plus tard, Sleep Log ou Sleep Agenda ou Sleep Journal, vous verrez différentes formes, mais souvent, ça va être un tableau comme ça, où est-ce qu'il y aura la date, les dates dans la colonne ici, dans la colonne à gauche, il y a les dates, puis dans la ligne en haut, c'est les heures du jour. Ça crée des carrés, une multiple quantité de carrés qu'on va noircir quand on dort. On va mettre une flèche vers le bas quand on se couche. Vous voyez en haut, la ligne à droite, une flèche vers le bas. Bien, il y a à peu près quoi, là? Il y a à peu près 21 heures. La personne s'est couchée à 20h30, mais sa flèche vers en bas. Elle ne s'endort pas tout de suite. À 21 heures, là, elle dort. Elle a noirci des carrés jusqu'à minuit. Là, on voit la ligne suivante parce qu'on change de date à minuit. Elle noirci. Puis là, elle s'est réveillée à 3h30 du matin. Elle s'est recouchée à 4h30. Elle ne s'est pas endormie tout de suite. Elle s'est rendormie seulement à 5h. Elle noircit 5h jusqu'à son réveil final qui était à 8h du matin. Elle met la flèche vers le haut. Elle n'a pas bien dormi. Elle a fait une sieste pendant la journée. Elle met une flèche vers le bas. Puis elle a fait une sieste qui va de midi et demi jusqu'à 15 heures à peu près. C'est une longue sieste. Ça. Donc, elle a fait une sieste. Donc, on donne ça comme exemple aux gens. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez trouver un agenda, un journal de sommeil qui ressemble à ça. Il y a différentes sortes. Des fois, on peut écrire des chiffres aussi. Ou les plus talentueux parmi vous, vous pouvez faire une feuille Excel que vous remplissez chaque jour, un formulaire Excel avec l'heure de coucher, l'heure du lever, puis la quantité de sommeil que vous pensez avoir eu, ou la quantité d'éveil que vous pensez avoir eu. Vous faites une formule avec ça, puis ça va vous donner vraiment la quantité d'heures dormies. Bien, vous allez pouvoir vérifier ça. Mais celui où est-ce qu'on dessine comme ça, c'est préférable parce qu'on peut voir des patterns. Diapositive suivante va nous montrer ça. On voit ici un enfant autiste de 2 ans et demi qu'on a eu à la clinique. Puis on voit que des parents ont rempli, voyez en haut à droite, il s'est couché à 7h30 du soir, 19h30. Puis il s'est endormi tout de suite, il a dormi, donc ça a été noirci. Puis on change de date parce que c'est pendant la nuit. Ah, là, il s'est réveillé à minuit, il s'est recouché à 1h du matin, il ne s'est pas rendormi du tout, il s'est relevé à 2h du matin, recouché à 2h30, ça a pris quelques minutes, puis il s'est rendormi comme il faut, puis il s'est réveillé à 8h du matin. L'enfant a fait une sieste en après-midi. Oui, ben, chaque jour, on voit ça. Puis là, on voit un peu de dessin que les heures de coucher varient d'une nuit à l'autre. Les heures de lever varient énormément d'une nuit à l'autre. Il y a des nuits très courtes, des nuits très longues. Ça nous donne vraiment un bon portrait. On voit que les siestes sont pas mal toujours à la même heure, sur quelques journées. Donc, on se donne une idée un petit peu comme ça. C'est pour ça qu'il faut remplir ça plusieurs jours de suite. Première règle, c'est plusieurs jours, au moins 2 semaines, parce qu'on veut aussi avoir des jours de semaine puis de fin de semaine. Des jours d'école, des jours pas d'école, des jours de travail, pas de travail, des jours d'activité avec un horaire puis une cédule, des jours pas d'activité, pas de cellule. On veut vraiment avoir un bon exemple de ça. Donc, au moins 2 semaines, sinon 3 semaines. Pour les parents qui ont des enfants en garde partagée, j'ai mes enfants cette semaine-ci ou cette semaine, je n'ai pas mes enfants, ça va influencer notre sommeil. Ou si on est l'enfant soi-même, bien, mon enfant est en garde partagée, il n'a pas dormi à la maison pendant cette semaine-ci ou pendant cette semaine-ci. Donc, on peut comparer ces différentes situations-là en remplissant 2 semaines et même mieux 3 semaines comme ça. Donc, chaque jour, on noircit les cases comme ça. Il faut le faire le matin. Dès le matin, il faut le remplir parce que si on fait ça aux 2-3 jours, ça ne rappellera pas bien. On n'a pas une bonne mémoire pour ça. Chaque matin, immédiatement, il faut le faire. À quelle heure qu'il s'est couché, à quelle heure qu'on s'est couché, puis il faut noircir des cases comme ça. C'est très, très important. Et après, là, on regarde le portrait complet, regardons de quoi ça a l'air. On peut prendre des colonnes, comme il y a à droite de cet exemple-ci, pour dire, moi, ma nuit, elle a été de 1 à 10 temps. Puis ma journée qui a suivi, elle a été de 1 à 10 de temps. Il y a quelque chose de remarquable dans la colonne complètement à droite, où il y a eu de la visite, où j'avais plus de médicaments, où j'ai eu une contrariété, le chauffage a arrêté, ou la climatisation a arrêté, ou peu importe. On peut l'écrire, ça, si on trouve que c'est notable un peu. Et puis, comme ça, ben, après 3 semaines, on a un bon portrait de comment notre nuit s'est déroulée. C'est vraiment une bonne façon de faire ça. On poursuit à la diapositive suivante, qui nous rappelle que le sommeil puis la veille, c'est étroitement lié. Si on a mal dormi, on va être moche le jour. On ne fonctionnera pas bien. On va être moins bon. Problème de tension, problème de mémoire.
notre jugement, notre planification ne sera pas bonne. On va avoir une humeur irritable, on va être impulsif, on va avoir une perte d'énergie. Quand on dort mal, surtout plusieurs nuits de suite, ça va vraiment pas bien. Ce qui fait que des personnes, surtout des enfants, qui ne dorment pas bien, ça veut dire que cet enfant-là, c'est un TDAH, il a un trouble déficitaire de l'attention. Parce que, regarde-les donc, il est impulsif, il est irritable, il n'a pas d'attention, son énergie est mal faite, il apprend mal, il n'y a pas de jugement, etc. C'est peut-être juste parce que c'est un enfant qui dort mal. On peut penser à un enfant autiste qui dort mal, peut présenter en plus un portrait qui pourrait faire penser à un enfant qui est TDAH, c'est peut-être parce qu'il dort mal aussi. Parce que souvent, ce qu'on voit nous à la clinique, c'est qu'une fois que l'enfant dort mieux, le problème d'irritabilité, d'impulsivité a diminué pas mal. Il y a peut-être encore un problème, peut-être pas. Mais de mieux dormir, ça aide ça aussi. Donc, c'est important de garder en mémoire. La façon qu'on dort, ça influence notre façon de journée. Puis notre journée influence notre nuit. Si je ne fonctionne pas bien pendant la journée, j'ai beaucoup de contrariétés, peut-être que je vais mal dormir. Puis si je dors mal, le lendemain matin, je vais être plus impulsif, je vais être mauvaise humeur aussi. Un entoure l'autre. Pour ça, c'est un cercle vicieux, ça. Mal dormir, mal fonctionner, mal dormir. Il faut interrompre ça à un moment donné, puis on verra dans mes dernières diapositives comment on peut jouer là-dessus. La diapositive suivante me dit qu'il y a plein de choses qui peuvent influencer notre sommeil. La température de la pièce où est-ce qu'on va dans notre chambre à coucher. Normalement, on dort dans la chambre à coucher. La température, si c'est trop chaud, si c'est trop froid. La pression atmosphérique. Vous savez, quand on dit il va y avoir une tempête de neige, les enfants sont excités, bien, la pression atmosphérique, le changement de pression abrupt, quand la pression atmosphérique change rapidement, ça influence notre humeur, puis ça influence notre état d'excitation. C'est pour ça que les enfants semblent excités quand il va neiger, parce que la pression atmosphérique change beaucoup. La lumière ambiante, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la lumière ambiante, quand il y en a trop, c'est pas bon pour notre sommeil, ça inhibe la mélatonine, ça nous empêche de bien dormir, ça empêche les bonnes hormones de sécréter au bon moment. Le bruit, bien sûr, puis c'est pas c'est du bruit qu'on ne réalise pas. Est-ce que notre chambre à coucher est proche d'un stationnement où est-ce qu'il y a beaucoup d'autos, d'un boulevard qui fait du bruit, d'un arrêt d'autobus, d'une voie ferrée, de chemin de fer, un aéroport qui passe des avions au-dessus de la tête, un voisin qui fait du bruit, un conjoint qui fait du bruit, un animal de compagnie qui fait du bruit. Vous savez, un animal de compagnie, ça bouge, ça pète, ça rote, ça fait toutes sortes de bruits. Des fois, j'ai même vu un enfant une fois qui avait un hamster dans sa chambre. Un hamster, ça vit la nuit, ça fait du bruit, c'est pas très bon, ça. Il faut penser à tous ces genres de bruits-là. Il faut penser à l'alimentation. Est-ce qu'on prend de l'alcool le soir? L'alcool, ça change la régulation de la température, ça change notre sommeil, ça change la profondeur de sommeil. Ça peut nous aider à nous détendre, on pense, mais pendant la nuit, après ça, on va inévitablement se réveiller plus souvent, puis on va se réveiller plus tôt, toujours quand on prend un petit peu trop d'alcool. Le café, toutes les boissons qui contiennent du café, les boissons énergisantes. On disait souvent, autrefois, les liqueurs brunes, il y a de caféine, les liqueurs blanches, comme du Sprite ou du 7-Up, n'ont pas de caféine. Bien, c'est pas vrai parce que le Mountain Dew, c'est une liqueur blanche, puis il y a de la caféine dedans. Autant, même plus que Pepsi Cola qu'un Coca-Cola. Donc, il faut regarder sur le produit, est-ce qu'il y a de la caféine dedans. Quand on fait une diète pour maigrir, ou quand on prend beaucoup de poids, parce qu'on prend un médicament ou quelque chose, ça change notre sommeil aussi, ça. D'abord parce qu'on respire moins bien quand on prend du poids. Quand on perd du poids, on est un peu plus les nerfs à vif. On ne dort pas très, très bien non plus. Il faut passer à son lit. Est-ce que notre lit est confortable? Est-ce que le matelas est confortable? Est-ce que ça fait 40 ans que j'ai le même matelas? Est-ce qu'il est trop dur, trop mou? On ne dormira pas bien. Vous dites, oui, mais je m'endors bien pareil. Oui, mais pendant la nuit, peut-être qu'on ne dormira pas aussi bien. Puis le matin, on a mal au cou, on a mal au dos. Peut-être qu'on n'a pas des bons oreillers, on n'a pas un bon lit. Le voisin, encore une fois, peut-être quelque chose. Puis enfin, il y a toutes les maladies qu'on peut avoir. La grippe, mal de tête, ce qu'on appelle des syndromes douloureux, hein, l'arthrite, s'être frappé le pied pendant la journée, tout ça, ça peut expliquer qu'on a eu une mauvaise nuit. Puis si on est déjà quelqu'un qui est un peu nerveux, un peu stressé, un peu angoissé, ça va nous faciliter le mauvais sommeil un peu. Il faut faire le tour de tout ça, puis d'y réfléchir. La température de ma chambre est-elle bonne? Est-ce que j'ai un bon matelas? Est-ce que j'ai une maladie récente? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que je prends un nouveau médicament qui pourrait peut-être interférer avec notre sommeil? Donc, à ce moment-là, on va voir le pharmacien, ou notre médecin quand c'est possible, ou le pharmacien va dire, donc, je normal, est-ce que ça se ferait à cause du nouveau médicament que je prends? Il va dire, non, c'est pas possible. Ou oui, c'est peut-être possible. Donc, il faut s'informer à ce propos-là. Diapositive suivante. Ça, c'est les différents troubles de sommeil qu'on peut avoir dans une vie. On peut soit avoir des insomnies.
Ça, c'est d'avoir de la misère à s'endormir et à rester réveillé. Ça peut être des hypersomnies, c'est l'inverse. La misère à induire l'éveil le matin, puis à rester réveillé. J'ai des attaques de sommeil quasiment pendant la journée. Je m'endors tellement que je ne dors pas bien pendant la nuit possiblement. Donc, ça existe, ça. Il y a aussi ce qu'on appelle des parasomnies. Donc, somnie, ça veut dire sommeil. Para, c'est tous des comportements qui arrivent pendant le sommeil, mais qui ne devraient pas arriver. Ça arrive de façon épisodique par petits bouts. Par exemple, être somnambule, parler dans son sommeil, grincer des dents, faire pipi au lit. Tout ça, c'est des parasomnies. En général, c'est associé à plus de stress, à un changement de situation. On va se mettre à reparler. Reparler, ça dérange notre conjoint ou les voisins, les gens qui sont dans la maison parfois. Là, on ne parle pas de cris, là, on parle juste de parler. Être somnambule, ça, c'est moins bien parce que si on se lève vraiment, on peut se blesser. Quand on est somnambule, on ne sent pas la douleur. Fait que si je me brûle sur des ronds de poils, ou si je me cogne un pied, ou si je me coupe avec un couteau, je ne sentirai pas nécessairement si je me blesse. Et puis, on ne se rappelle pas nécessairement le lendemain de l'épisode somnambulique. Puis l'épisode de somnambule, il peut être plus ou moins long. Ça peut être quelques secondes. On se lève dans le lit, on regarde autour, puis on voit les enfants font ça des fois, ou même les adultes, puis on a l'air un peu perdu dans le mal, là, les yeux sont vides, puis ils vont se recoucher. Un tout petit épisode de somnambulisme, c'est tout. Il y en a qui appellent ça des réveils confusionnels. On n'interagit pas vraiment. Des fois, ça peut être plus long. Il va s'asseoir sur le bord du lit, il va se lever, puis il va marcher un petit peu. Mais là, c'est là qu'on peut se blesser. On peut débouler des escaliers, on peut se blesser avec quelque chose de tranchant. On peut essayer d'ouvrir la fenêtre. Une petite fille que j'ai eu à la clinique était en robe de nuit, là, en jaquette de nuit, puis elle est sortie comme ça du pied jusqu'à sa petite cabane pour attendre l'autobus. C'était en hiver. Elle était dans sa petite cabane, puis c'était en hiver. Les parents la cherchaient partout, ils l'ont trouvée là, elle était là, puis elle ne s'est pas gelé les pieds une chance, elle avait les orteils pas mal froides, puis commençaient à être bleus. Donc, ça l'a rentré, mais elle s'est rendormie là sans le sentir. Elle serait sans doute réveillée pas longtemps après à cause du froid, parce que trop froid, ça nous réveille. Mais c'est quand même, ça montre que là, elle n'a pas eu de rue à traverser, mais elle aurait pu avoir à traverser une rue, par exemple. On ne s'en rend pas compte toujours de ça. Donc, quand une personne est somnambule, on va soit mettre une cloche avec la porte, comme si on sait que la porte de la chambre a été ouverte. Plus simple encore, on met des choses par terre comme des coussins. On met des chaises à travers le chemin. Quand c'est trop compliqué, un somnambule, c'est pas patient. Là. Trop de trouble, je retourne me coucher. C'est pas très patient, un somnambule. On peut faire ça. Si on trouve le somnambule dans le salon, à un moment donné, dans la salle de télévision, puis la personne arrive, on la raccompagne tranquillement. Un somnambule, c'est pas intéressé à nous parler par une conversation, c'est un peu impatient, véritable un peu. Viens, tout est calme, tout est correct. On raccompagne à la chambre tranquillement, puis on va se rendormir la personne, puis ça va être correct, ça va bien se passer. De grincer des dents, les dentistes s'en rendent compte en général, puis ils vont vous proposer toutes sortes de choses qu'on peut faire à ce moment-là. Donc ça, c'est un trouble de sommeil, une sorte de trouble de sommeil. Ce qu'on appelle les dyschronies. Donc, chronie, notre style de sommeil selon l'horaire, le temps. Puis 10, c'est DYS, ça veut dire que ça va mal. Dyschronie, c'est comme dysphasie, c'est comme dyslexie. Ça va pas bien. C'est des gens qui ont des horaires bizarres. C'est assez rare, ça. C'est très rare. C'est là qui auront des horaires, pas de 24 heures, mais de 25 heures. Si on les met en isolation, moi je montrais tantôt, bien, leur cycle va être sur 25 heures. Ça arrive parfois. Il y a des personnes aveugles, totalement aveugles, qui ont été étudiées aux États-Unis et qui vivent effectivement sur 25 heures. Chaque jour, ils se couchent 1 heure plus tard, puis c'est 1 heure plus tard. Le sur la main, ils se couchent 1 heure plus tard, puis c'est 1 heure plus tard. Ça arrive comme ça peut arriver. Mais je le mets, mais c'est vraiment extrêmement rare. Sinon, c'est un mauvais sommeil associé à des maladies, des conditions médicales. Parce qu'on a mal quelque part, on l'a dit tantôt, ça peut être l'épilepsie, mais ça peut juste être de la douleur, ça peut être quelque chose comme ça peut être par le médicament que l'on prend. Il y a des gens qui font de l'épilepsie ou qui ont des migraines. C'est des gens qui ont des migraines seulement pendant qu'ils dorment. Jamais autrement, seulement pendant qu'ils dorment. Donc, les médecins peuvent essayer de trouver un remède à ça pour vous aider puis à mieux dormir. La diapositive suivante, elle nous montre comment l'insomnie peut s'installer chez quelqu'un qui est un petit peu stressé, angoissé. Normalement, ça commence, on voit un peu dans le tableau en haut, une insomnie qui est transitoire, c'est-à-dire qui est associée à un événement déclencheur. J'étais bien stressé aujourd'hui parce que j'ai perdu ma carte de crédit ou j'ai appris une mauvaise nouvelle. Puis quand on est un individu qui est prédisposé à être plus nerveux que d'autres, plus stressé que d'autres, plus angoissé que d'autres facilement, mais là, ça devient qu'on passe vraiment une mauvaise nuit, puis on est seul dans le jour, puis on commence à trouver que c'est pas bien le fun, je ne suis pas productif, je ne fonctionne pas bien, j'ai mal dormi, on s'en fait beaucoup. C'est que la nuit suivante ou 2-3 nuits suivantes, après avoir accumulé
2, 3 mauvaises nuits, on se couche, puis on se dit, ah, là, je suis certain, je vais encore mal dormir, c'est comme la nuit passée, puis là, ça va dormir mal encore, puis on se met à se dire ça, mais ça fait une fort mauvaise nuit, c'est certain, ça. Puis là, le lendemain matin, je m'endors beaucoup, j'ai mal dormi, ça va mal. Là, c'est rendu un cercle vicieux, puis ça va pas très, très bien. On a besoin d'aide à ce moment-là, parce que ça devient un problème préoccupant, puis on vient à avoir l'espèce de conditionnement. Dès qu'on va aller se coucher, on se dit, ah, ça va mal aller. Parce que on a trop de tension, on est trop anxieux au moment où est-ce qu'il faut aller se dormir. Fait que notre système d'éveil, il est plein jus, là, il fonctionne à plein. Puis notre système de sommeil qu'il faudrait embarquer, il n'embarque pas. Même si l'horloge a dit qu'il faudrait que tu dormes, même si tu as une dette, ça ne fonctionne pas. Le stress est plus fort que ça. Ça fait aussi qu'on est conditionné à mal dormir. Il y a des gens j'ai vu des gens qui vont être allergiques à leur pâte à dents, qui vont être allergiques à leur drap parce qu'ils sont tellement rendus à détester se coucher qu'ils sont conditionnés à plus que ça ne fonctionne plus. Un bon exemple de ça, c'est aussi moins spectaculaire, c'est les gens qui vraiment dorment mal, s'endorment mal, sont insomniaques, ils vont s'endormir devant la télévision, par exemple. Ça, c'est parce qu'ils sont conditionnés à mal dormir quand ils sont dans le lit, dans la chambre. S'ils sont ailleurs, c'est conditionnement, il n'est pas là. Fait qu'ils vont écouter des nouvelles ou une émission, puis ils vont s'endormir. Mais dès qu'ils s'en vont dans la chambre à coucher, ils ne dorment pas. Parce que la chambre à coucher, on est conditionné à ce que ça aille mal. Pas dans le sofa. Il faut réapprendre, avec l'aide d'un psychologue ou d'une infirmière qui connaît ça en sommeil, quelqu'un qui connaît bien le sommeil, réapprendre à bien dormir dans la chambre, puis pas dormir ailleurs que dans la chambre jamais. Une personne qui dort mal, on lui interdit de dormir ailleurs que dans la chambre à coucher. Puis les premières fois, c'est vraiment difficile. Quelqu'un qui dort bien, de toute façon, c'est pas grave. Quelqu'un qui dort mal, il faut réapprendre ça. Qu'on va commencer à partager le temps. Il faut voir ça avec un psychologue ou quelqu'un qui connaît bien ça. Il va dire, OK, on va partager le temps. Tu peux dormir maximum 30 minutes dans le sofa, mais après ça, c'est dans le lit. Les premières nuits, tu vas vraiment mal dormir, mais plus ça va aller, plus le conditionnement va se refaire. C'est comme si ceux qui ont des chats vont le savoir. Si on change la litière de place, le chat va comprendre que ça se fait ailleurs. Si le chien ou un animal de compagnie va comprendre qu'on a changé d'habitude, ça va finir par s'habituer. Les enfants vont pareil. Nous, c'est pareil. Ah, mon autobus passe plus à la même heure. Première fois, peut-être, je me suis trompé d'horaire. Ou je prends mon ancien chemin pour aller au travail plutôt que prendre un nouveau chemin. Et après, quelquefois, on s'habitue à ça. Mais le corps peut se conditionner aussi pour réapprendre à dormir dans la chambre. Mais pour faire ça, c'est pas simple. Avoir de l'aide, on apprend à faire une période de calme avant de se coucher, avoir une routine qui est prévisible, qui nous aide bien à bien dormir, puis on se fait coacher pour ça. Puis tranquillement, on va réapprendre à bien dormir. Et la personne qui va nous aider pour le sommeil va d'abord nous donner des questionnaires, va examiner notre sommeil pour dire, ben, tu es peut-être une personne qui est plus du soir. Peut-être que tu pourrais te coucher plus tard, peut-être plus tard si ton travail le permet. Tu es un type du matin, peut-être qu'il faudrait que tu te couches plus tôt, puis pas t'endormir dans ton sofa, puis te lever plus tôt parce que tu es peut-être fait comme ça. Puis on va voir avec le journal de sommeil, justement, comme on a vu tantôt. C'est peut-être ça ton style, toi. Il y a plein de choses à regarder. Qu'on peut regarder soi-même, la petite liste que j'ai faite tantôt, que j'ai vu, là, le burmi, la lumière. Puis peut-être avec l'aide d'un spécialiste du sommeil qui va vous aider. Pour ça, on va voir quelles sont les sources d'aide qu'on peut avoir dans une des prochaines diapositives. Donc, la diapositive suivante nous montre donc des choses dont on va parler ne sont pas dans le bon ordre dans mes diapositives, je pense. On va parler de l'hygiène du sommeil, ça c'est certain. On va parler de l'hygiène du sommeil tout de suite après. On va parler un petit peu de la mélatonine. Puis on va parler où est-ce qu'on peut trouver de l'aide, comment on peut faire ça quand on a un mauvais sommeil. Donc, diapositive suivante. L'hygiène du sommeil, c'est pas un traitement. On le prend pendant un traitement pour nous aider à prendre des bonnes habitudes. Donc, il faut analyser l'environnement, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des problèmes médicaux qui pourraient nous nuire à notre sommeil? Il faut développer une routine calme du soir, une routine qui est calme, qui est toujours de la même façon, qui commence de la même façon, qui finit de la même façon, qui va occuper 15-20 minutes peut-être du moment avant de se coucher, qui est prévisible, etc. Ça, c'est important. Il ne faut pas prendre trop de liquide le soir. Si on prend plein de tisane ou de thé, ça va nous donner envie de faire pipi pendant la nuit, c'est pas bien, bien bon. Il faut surtout s'assurer qu'il n'y a pas de caféine dedans. Les somnifères en vente libre, ça peut nous aider. Il faut demander aux pharmaciens d'abord est-ce que ça n'interagit pas avec ce qu'on prend déjà comme médication. Puis je trouve, moi, que ça peut nous aider au départ. Bien souvent, l'effet va diminuer avec le temps. Puis c'est surtout qu'on veut avoir quelque chose, on veut aider notre sommeil avec des méthodes qui nous rendent autonomes. Si on oublie nos médicaments pour dormir, c'est une catastrophe, ça va toujours très, très, très bien. La diapositive suivante rajoute d'autres mesures d'hygiène. Il faut avoir une heure de lever constante. Ça, c'est des gens qui vont conseiller
ceux qui ont des problèmes de sommeil, de se lever toujours à la même heure à peu près. Puis à ce moment-là, si l'heure du lever est toujours constante, l'heure du coucher, elle, va s'adapter à ça. Puis s'il faut que je me lève à 7 heures pour me rendre au travail à 8 heures, par exemple, le matin, bien, puis j'ai besoin de tant d'heures, bien, ça va déterminer l'heure à laquelle on se couche. Puis l'heure à laquelle on se couche, c'est dur des fois à déterminer parce qu'il peut y avoir d'imprévus. Une visite imprévue, une partie de hockey qui dure plus longtemps, un travail qu'on veut finir, à l'occasion, ça peut arriver. Il faut quand même, là je parle des personnes qui ont un problème de sommeil, on va se lever quand même à la même heure le lendemain. On aura peut-être une couple d'heures de moins de sommeil. On va se rattraper la nuit suivante. Comme je vous ai dit, une mauvaise nuit, ce n'est pas la fin du monde. On va se rattraper la nuit suivante. Donc, établir une heure de lever constante. Puis ça compte aussi pour nos adolescents qui ont des grandes variabilités d'horaire entre l'heure du lever la semaine, les jours d'école, puis la fin de semaine. Ils vont se lever à 10h, 11h, midi. Quand moi, j'ai un adolescent à la clinique de sommeil, un adolescent autiste, par exemple, qui ne se lève pas du tout le matin, mais on va faire le tour un peu puis essayer d'adapter un horaire qui aurait du bon sens. On finit par arriver en général, ce n'est pas évident. Ça prend beaucoup d'accompagnement, mais ça peut arriver. Puis là, je vais permettre un écart de 2 heures entre l'heure du lever la semaine, par exemple, puis l'heure du lever la fin de semaine. Mais je ne permettrai pas de se lever à 11h midi. Parce que sinon, on a tellement dormi longtemps tard le matin, jusqu'au midi, que le soir venu, on ne s'endormira pas. On a plein de sommeil dans le magasiné encore. Il faut ramener progressivement l'heure du lever jusqu'à une heure qui est raisonnable. Puis l'heure du coucher, elle va s'adapter à ce moment-là. Ça ne fonctionne pas à 100%, mais ça peut fonctionner. Il y a différentes approches qui peuvent se rajouter à ça avec les médecins, puis qui vont aider à avoir une bonne période de sommeil. Prochaine diapositive, la mélatonine. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, la mélatonine, c'est une hormone qui est naturelle, qui est sécrétée naturellement. Et on pense que dans l'autisme, la mélatonine ferait défaut. Soit que la mélatonine naturelle ne trouve pas la cible où est-ce qu'elle doit aller se lier pour que ça fonctionne bien. C'est possible. Soit que la cible est trouvée, mais la cible ne fonctionne pas bien, ne fonctionne pas de façon typique. Soit que ce n'est pas sécrété en bonne quantité. Ce qui fait que quand un médecin ou quelqu'un qui est autorisé à le faire nous suggère de la mélatonine, ce que ça fait, ça se rajoute aux autres méthodes que l'on prend, parce que tout seul, ça ne fonctionne pas très bien. Il faut avoir des autres méthodes comportementales, d'hygiène, ou qu'un psychoéducateur, ou un psychologue, ou quelqu'un, un spécialiste va nous indiquer. On rajoute de la mélatonine. La mélatonine, sa job, son travail, ça va être de donner un signal fort qu'il y a moins de lumière, commence à faire noir. Et à ça se rajoute une période de routine adaptée, une bonne hygiène de sommeil, une heure de réveil stable. Puis tout ça ensemble, ça va être. Donc, la mélatonine, elle fonctionne bien avec le reste. Ça va imiter le coucher du soleil. Puis la mélatonine naturelle va continuer pendant la nuit. Puis après ça, au rendu au matin, la mélatonine naturelle arrête. La mélatonine qu'on a pris normalement ne devrait plus avoir effet, normalement. Donc, ça peut s'organiser un peu comme il le faut. C'est ça un peu la mélatonine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on pourra en discuter un peu plus avec vos questions dans le chat? On pourra en discuter après ça. Diapositive suivante. Il y a plusieurs sources d'informations. Je vous suggère, moi, des sources d'informations de gens que je connais et puis en qui j'ai confiance. Dans les livres, pour les adultes, il y a le livre de Charles Morin. Charles Morin, c'est un psychologue de l'Université Laval à Québec qui a écrit un très bon livre. C'est un spécialiste internationalement reconnu dans le monde qui a écrit un très bon livre qui s'appelle « Vaincre les ennemis du sommeil ». Il y a eu plusieurs éditions. Là, ça, je vous mets l'image de l'édition la plus récente. Et dans ça, oui, il y a des façons de traiter un problème d'insomnie. Pour une personne autiste, ça peut fonctionner, mais moi, je dirais que ça prend du coaching puis peut-être de l'accompagnement pour bien adapter ça. Mais il y a surtout une première partie qui explique un peu ce que je vous ai raconté aujourd'hui, à sa façon à lui, qui montre les outils, les questionnaires qu'on peut utiliser, comment caractériser son propre sommeil. C'est vraiment très, très, très bien fait. L'autre livre très bien fait, c'est Evelyne Martello, qui a écrit un livre qui s'appelle « Enfin, je dors » et mes parents aussi. Ça, c'est pour les enfants. Autant les enfants neurotypiques que les enfants qui sont autistes, mais aussi les enfants qui ont TDAH, les enfants anxieux. C'est très bien fait. Evelyne Martello, elle était infirmière à ma clinique du sommeil, l'hôpital de des Prairies, pendant une quinzaine d'années. Elle est vraiment très, très bonne. Elle écrit bien. C'est un tout petit livre. C'est pas très cher. C'est tout petit. Ça peut se commander en ligne. Ça se trouve au Québec, ça se trouve dans les pharmacies. Peut-être dans les pharmacies francophones, ça se trouverait. Je ne suis pas certain. Je ne sais pas. Ça peut se commander directement aux éditions de l'hôpital Sainte-Justine, qui est l'hôpital
qui a voulu publier le livre d'Evelyne Martello. Donc, vous pouvez trouver ce livre partout. Vous tapez ce titre-là dans Internet, puis vous le trouverez. Il y a aussi des sites web. Je pense qu'on va vous recopier dans le chat les sites web. Il y a dormezladessus-canada.ca. En anglais, c'est sleeponitcanada.ca, qui est un site qui est entretenu par la Société canadienne du sommeil, qui est une société qui regroupe à la fois des chercheurs, des cliniciens, des intervenants, des gens de communication qui ont pour but dans la vie d'aider le sommeil des gens, de faire des recommandations par écrit, puis ils ont développé la Société canadienne du sommeil. Ils ont développé ce site-là, Sleep On It, Dormez là-dessus Canada, pour que différentes chroniques, des vidéos, des suggestions de lecture, parfois des points de presse. Vous pouvez avoir pas mal d'informations là-dedans. Ça mène à d'autres sites aussi. Vous pouvez aussi aller visiter le site de l'Ordre des psychologues de l'Ontario, dans lequel je pense qu'on peut identifier les psychologues qui ont parmi leurs spécialités la spécialité du sommeil ou la spécialité de l'autisme, ou des deux. À ce moment qui pourrait vous aider, vous, ou bien un parent ou un proche, pour savoir, pour avoir une consultation ou avoir des façons d'intervenir. Vous pouvez aller dans ce site-là et puis vous informer tout ce qu'il faut. Je pense qu'on va recopier dans le chat ces adresses-là, puis vous pourrez à ce moment-là pouvoir les consulter. C'est la fin de ce que j'avais comme présentation. La diapositive suivante, c'est la diapositive de la fin. Écoutez, c'est ce que je pouvais me permettre de vous présenter dans ce temps-là. Ça fait plaisir de rester et puis de discuter avec vous, de répondre à vos questions, de discuter puis d'échanger. Ne vous gênez pas. C'est des questions qu'on avait dans le chat. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a juste des mauvaises réponses, comme on dit souvent. Je vais essayer de répondre le mieux possible à ce que vous aviez. Et puis, je vous encourage à recontacter Autisme Ontario s'il y a plus d'informations à avoir par rapport au sommeil. S'il y a des choses dont vous auriez aimé entendre parler et puis qui n'ont pas été discutées dans ma présentation d'aujourd'hui, ça me fera plaisir de voir avec les gens d'Autisme Ontario qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce propos-là. Je vous remercie de votre attention, puis j'espère pouvoir vous rencontrer et discuter avec vous dans les minutes qui suivent. Bonjour tout le monde. Donc, on a eu cette présentation-là. J'espère que vous avez trouvé quelques réponses, en tout cas, par rapport à ce que vous pouvez vous demander par rapport au sommeil. Mais c'est certain que vous pouvez poser des questions. Les questions, vous les posez, comme vous savez, dans la boîte à questions. Moi, je vais vous répondre par verbalement. Vous en faites pas, je ne nomme pas les noms des personnes, ça reste anonyme. Alors, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de questions, si moi je le trouve. Wow. Boîte de réception, OK. Il y a une question qui demande bon, ben merci, ça me fait plaisir. On me dit qu'il y a eu de l'information, fait que c'était bien. Il y a une question aussi qui demande si l'utilisation à long terme de la mélatonine, est-ce que ça peut susciter des inquiétudes? Il y a, par exemple, il y a des pédiatres qui vont dire que oui, ça peut bien aller, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de recherches à long terme. On pense à un enfant qui aurait à peu près 12 ans, par exemple. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de recherches sur ça, sur l'effet à long terme. Dans des cliniques, notre clinique, nous, dans d'autres cliniques, dans la littérature, on a fait une revue de littérature qui montre après plusieurs mois. Il ne semble pas y avoir d'effet à long terme sur la base de ces publications-là. Ce qui est surtout bien important, il faut toujours, faut pas prendre de la mélatonine ou en donner à son enfant sans avertir son pharmacien ou son médecin. Il peut y avoir des interactions qui sont indésirables entre la mélatonine et même des produits naturels. Comme je le dis, la mélatonine, c'est un produit naturel en partant. On peut la prendre en supplément. Mais ça peut interagir avec d'autres médicaments ou d'autres produits naturels qu'on veut prendre, puis ça peut avoir des interactions qui sont indésirables. Il faut toujours en parler à son pharmacien ou à son médecin.
Voilà. Je peux, moi, vous poser des questions en attendant qu'il y a d'autres questions qui puissent vous venir à l'esprit. Euh, mais est-ce qu'il y a des choses, d'abord, est-ce qu'il y a des choses dont je n'ai pas parlé puis que vous vous interrogez à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des sujets que je n'ai pas abordés là, euh, et puis que vous aimeriez savoir? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas dormir? Est-ce qu'il y a des personnes autistes parmi vous ou des parents de personnes autistes qui sont parmi vous puis qui savent que la personne autiste n'aime pas ça dormir? Peu importe quand, le jour ou la nuit, parce qu'il y en a qui dorment le jour. Quel est, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont essayé des trucs, soit dont j'ai parlé ou que j'ai pas parlé, puis que ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné? J'aimerais avoir, si possible, un témoignage de quelqu'un parmi vous là, qui pourrait me dire on a essayé telle chose, ça n'a pas marché, pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Ou ça a marché, mais je ne sais pas pourquoi, puis j'aimerais savoir pourquoi ça fonctionne. Une dernière question que moi j'avais pour vous, en tout cas, c'est le changement d'heure qu'on a eu là, il y a quoi, 2 semaines, à peu près. Ouais. Est-ce que ça vous a affecté, ça, le changement d'heure? OK, ben, avant de répondre à cette question-là, j'ai quelqu'un qui me dit que la mélatonine avait bien fonctionné avec un enfant autiste. Donc, puis c'est ce qu'on voit souvent quand c'est bien pris de la bonne façon. Je pense que j'en ai parlé dans une des diapositives. Euh, oui. Euh, on me dit aussi qu'il y a des enfants, un garçon autiste euh, dont le parent trouve que il dort plus le jour, il prend le jour pour la nuit, puis inversement, puis ça arrive beaucoup. Et c'est pour une des utilisations de la mélatonine, c'est pour remettre un petit peu dans le bon sens, d'avoir des cycles qui sont inversés. C'est pas rare qu'on voit ça. Il peut y avoir des causes biologiques, mais il peut aussi y avoir ça peut être supporté encore plus ou exagéré par le fait de pouvoir être tranquille, par avoir de la paix un petit peu. C'est-à-dire que quand on vit la nuit puis qu'on dort le jour, on n'a pas à faire face, quand on est une personne autiste, on n'a pas à faire face à autant de défis de relations sociales, d'habiletés sociales, de verbalisation. Puis parfois, il peut y avoir un mélange des deux, puis ça vient se renforcer, ça. Fait que c'est des choses qu'il faut explorer quand on veut bien comprendre ce qui se passe. Sinon, ben, des interventions autant comportementales, la routine, tout ça. Et puis, la mélatonine peut parfois aider, mais toujours en ce moment-là, en travaillant avec le médecin ou le pharmacien pour être certain que c'est bien indiqué. Euh, et puis, quelqu'un me demande pourquoi que la mélatonine ne fait plus effet après un certain temps, après quelques semaines. Euh, il y a plusieurs raisons possibles dans ça. C'est soit des raisons qui sont biologiques parce que les récepteurs à mélatonine, là où la mélatonine va se coller pour fonctionner, euh, se désensibilise un petit peu. Mais il y a parfois, après quelques semaines, on ne le prend pas, puis vous me confirmerez, mais on ne le prend pas nécessairement euh, de la façon qu'il faut. Il faut continuer à la prendre tous les soirs, sans exception, à la même heure, sans exception. Et puis, quand ça arrête de faire effet, même si on fait ça, il faut regarder s'il n'y a pas d'autres choses qui s'est passé autour, puis qui viendraient par-dessus ce que la mélatonine est capable de faire. Par exemple, plus d'angoisse, plus d'anxiété ou plus de stress parce qu'il y a eu un changement d'habitude à d'autres égards, dans les repas, dans la routine, à l'école, prof. Ouais, c'est parce qu'il va se passer quelque chose bientôt, un anniversaire, même des choses agréables. Hein? Un anniversaire, un voyage, une vacance, une visite au zoo.
Ça peut être excitant, ça peut venir perturber ça. Il y a toutes sortes de raisons qu'on peut faire. Il faut vraiment prendre soin quand on remplit le journal de sommeil, comme je l'ai illustré, là, de prendre note là, quand les nuits, les moins bonnes nuits puis les meilleures nuits. Mais c'est du un cas par un cas, je pense qu'il faut se regarder, ça peut être difficile. Mais c'est vrai pour d'autres sortes de médicaments, que ce soit en autisme ou dans d'autres conditions. Parfois, on essaie des choses, puis ça fonctionne pendant quelques mois. Puis après ça arrête de fonctionner quelques semaines, quelques mois, puis ça arrête de fonctionner. Puis ça peut être soit des facteurs biologiques, comme je dis, soit des facteurs qui sont plus psychologiques. Je ne peux pas donner des réponses plus précises que ça, malheureusement. Alors, quand on établit, j'ai une question aussi qui parle du fameux réveil vers 3 heures du matin pour plusieurs enfants, des adultes aussi parfois. Oui, ça arrive, puis c'est probablement la caractéristique de réveil pendant la nuit, des réveils assez longs. L'enfant ne va pas nécessairement signaler son réveil, il va jouer avec ses mobiles ou il va se tenir occupé. Ça peut, bon, c'est un problème parce qu'il manque de sommeil à ce moment-là. La mélatonine à longue action va aider parce que la mélatonine à longue action, c'est des comprimés qui ont un premier comprimé qui est entouré par une autre formule. Et puis, la première couche va fondre en premier, va faire son effet pour l'endormissement si c'est un problème. Puis, même si ce n'est pas un problème, ça va juste venir appuyer ce qui est déjà là. Et puis, la deuxième va fondre plus tard. Le problème, puis donc, ça va aider pour le milieu de la nuit. Le problème, c'est que ça fait des comprimés assez gros, puis parfois, il y a des enfants qui ne sont pas capables de prendre des plus gros comprimés. Il y a de la recherche qui se fait sur est-ce qu'on ne pourrait pas réussir à faire des formulations qui seraient compatibles pour des petits comprimés. Puis il y a des compagnies qui commencent à faire pas des comprimés, mais au contraire, vont plutôt prendre des capsules dans lesquelles il y a des petites billes. Puis des petites billes, donc la capsule est assez petite. Puis les petites billes, il y en a certaines qui vont fondre tout de suite ou qui vont fondre plus tard. Ça va venir sur le marché d'ici 1 an ou 2. Mais ça arrive, ça. Je pense qu'il faut vraiment renforcer les routines. Le plus important problème, je pense, c'est que plutôt que de se réveiller à 3 heures du matin, c'est que l'enfant se réveille à 5 heures du matin. Puis là, sa nuit est rendue beaucoup trop courte. Et ça, c'est difficile. Donc, il faut prendre toute une méthode de comportement. Un psychologue comportementaliste peut vous pouvoir aider ou une infirmière compétente ou dans le domaine ou psychoéducateur peut aider à ça pour refaire une routine puis réentraîner l'horloge pour que l'horloge fonctionne mieux. C'est du travail, mais il faut être tenace. Puis dans nos mains, avec les enfants, ça fonctionne bien. Avec les adolescents, c'est plus difficile. Même les adolescents non autistes, ils ont des problèmes de sommeil, décalés de sommeil, puis tout ça. Fait que ça peut être un petit peu difficile. J'ai une autre question ici. La mélatonine ne fonctionne pas si mon fils est excité par quelque chose, par exemple un grand voyage en Europe ou la veille de Noël. Ça, c'est vrai pour tous les enfants, ce n'est pas les enfants autistes seulement. Tous les enfants font ça, ceux qui sont un petit peu excités. De rester réveillé 24 heures, c'est exceptionnel, j'imagine. Puis moi, je suis certain que cet enfant-là va réussir quand même à attraper des petits bouts de sommeil ici ou là. Et puis, si après 24 heures, il se revient sur ses pattes, ben, c'est correct, mais il faut revenir immédiatement à la même routine, la même façon, toujours, même pendant qu'il ne dort pas. Il faut quand même s'assurer qu'on fait les bonnes routines au bon moment, parce que c'est pas évident. La mélatonine peut aider certains enfants, comme dit dans un commentaire, oui, à s'endormir plus rapidement, mais l'enfant se réveille toujours à la même heure pendant la nuit, j'imagine, ça veut dire ça. Oui, effectivement, quand c'est seulement courte action, ça peut faire ça. Quand tu as réussi à prendre la mélatonine à longue action, ça va couvrir un peu le milieu de la nuit, puis ça reste moins de se produire. Quand le comprimé est trop gros, que l'enfant n'aime pas ça, il y a des trucs que vous savez peut-être. On faut la faire prendre, le comprimé un peu plus gros, avec de la crème glacée ou avec du yogourt qui est un peu froid. Fait que ça isole un petit peu la gorge, ça gèle un petit peu la gorge, puis on se sent moins, puis des fois, ça fonctionne relativement bien, puis c'est correct. Une personne me demande est-ce que faire des cauchemars toutes les nuits, ça montre une mauvaise qualité de sommeil? C'est une mauvaise qualité de sommeil de faire des cauchemars toutes les nuits. C'est plus fréquent chez les jeunes enfants. Ça peut tendre à disparaître à mesure qu'on vieillit, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Ça va disparaître. Les plus jeunes en font plus de ça. Puis les cauchemars, c'est le signe quelque chose pendant la journée qui va moins bien. Une contradiction, une contrariété, une difficulté, un changement quelconque. Puis plutôt que de se manifester par de l'insomnie en tant que tel, ça fait vraiment des mauvais rêves, puis on se réveille en plein milieu de la nuit. Puis c'est le réveil qui nous montre que c'était tellement intense
Et puis, tous nos rêves, tout le monde en rêve tous, comme j'ai pas eu le temps de mentionner dans ma présentation, mais on rêve tous. On ne se rappelle pas tous de ça. Puis on se rappelle surtout de nos rêves quand ils sont plus émotifs. Plus le rêve est émotif, que ce soit agréable ou désagréable, on va plus s'en rappeler que s'il y a moins d'émotions. On sait que les personnes autistes ont des rêves qui ont un petit peu moins d'émotions que les neurotypiques. On a fait une recherche là-dessus, puis c'est ce qu'on voit. C'est ce qui peut faire en sorte que les personnes autistes se rappellent moins de leurs rêves. Mais sauf que quand il y a une trop grosse charge émotive, là, ils vont peut-être faire plus des cauchemars, donc des rêves sont hyper émotifs. Et puis là, ils vont avoir de la misère, ça va les réveiller. Il y a des façons de faire pour aider à transiger avec les cauchemars. Si la personne qui pose la question va avoir plus de détails, ça va me faire de plaisir de lui donner par écrit des petits trucs qu'on a en gros, là, sans faire un traitement. Là, je ne ferai pas de traitement, mais je peux vous donner des trucs. Si vous avez à dealer avec des cauchemars, là, ça dit par exemple de ne pas en parler le soir avant de se coucher, d'en parler seulement quand l'enfant va en parler, mais je pourrais rendre ça par écrit à une personne qui va avoir plus d'informations. Vous avez mon adresse courriel, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. On peut attendre encore pendant quelques minutes. Ce n'est pas un problème pour voir s'il y a des questions qui surgissent. Écoutez, sinon, c'est pas un problème. Si jamais vous avez d'autres questions, parce que ça va arriver, j'imagine, après ça, là, on va interrompre la présentation, puis vous dire, ah, mais j'avais cette question-là. Gênez-vous pas pour m'écrire. Si vous n'avez pas mon adresse courriel, en général, ça se trouve bien sur Google. Tapez mon nom, vous allez voir que mon nom, c'est roger.godbout. Mais est-ce que je l'avais peut-être sur la première diapositive, là? Non, mais il y avait l'adresse web du site, euh, puis ça donne mon adresse courriel. Sinon, c'est roger.godbout à commercial umontréal, pas d'accent, .ca. Roger.godbout à commercial umontréal, ça veut dire Université de Montréal, pas d'accent, .ca. Sinon, probablement que Mélanie pourrait vous donner cette information-là là, sur mon adresse. Si jamais vous avez des problèmes. C'est bon? Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter maintenant. Ça m'a fait plaisir, moi, en tout cas, de préparer cette présentation-là pour vous autres. Je trouve ça, ben, c'est bon pour moi parce que ça me rend utile, puis ça me sort de mon bureau un peu. Et puis, ça me permet de contacter plusieurs autres personnes, en plus des enfants de famille que je vois, là. Donc, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Et puis, on va arrêter maintenant. Puis, au plaisir de pouvoir peut-être vous rencontrer euh, face à face un de ces jours. Bonne chance. Au revoir.